France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce jeudi 17 janvier avec cette question du jour, les violences policières peuvent-elles être le point de jonction entre les gilets jaunes et les banlieues? On en parle dans quelques minutes avec vous au 01 40 33 9000 avec Yasser Louati et Sofiane Lakhdari. 4 Américains, dont 2 militaires tués dans l'attentat suicide en Syrie à Manbij. Qui et quel type de message envoyé aux Américains? Analyse et décryptage tout à l'heure. Faut-il changer d'imam ou l'imam doit-il changer? Le titre de l'avis tranché à suivre de Yasser Louati, sans oublier les infos zappées, le zapping en fin d'émission. LGF, le grand forum, c'est jeudi, nous sommes le 17 janvier, soyez les bienvenus en direct sur votre radio, monsieur Yasser Louati, parce que le jeudi c'est Louati. Comment il va, monsieur Yasser Louati? Très bien, et toi? Toujours CJL. Toujours CJL. Comité Justice et Liberté pour tous. Pour tous, j'insiste toujours. Voilà, on travaille en ce moment, là on a des enquêtes. On croule, mais il y en a 2 qui vont sortir. Une, ce sera sur une police municipale en région parisienne. Oui. Et la deuxième sur la corruption au sein d'une mairie de la région parisienne aussi. T'aimes bien les mérites en ce moment? Après la mairie du 20e. C'est ce qui est accessible pour l'instant. Très bien, très bien. Accompagné de monsieur Sofiane Lakhdari. Bonjour monsieur Sofiane. Bonjour Christophe, bonjour Yasser, bonjour à tout le monde. Bienvenue à vous deux. Vos appels en direct au 01 40 33 9000, car dans cette émission vous avez plus que jamais la parole en direct dans cette émission. 01 40 33 9000, on va parler des violences policières, et pour introduire ce sujet, messieurs, je propose d'écouter Castaner parce que selon lui, apparemment, il n'a entendu ni vu aucun policier qui s'en est pris un gilet jaune. Aucun, zéro. En revanche, il y a des gilets jaunes qui disent aussi qu'il y a des violences commises par les forces de l'ordre. Est-ce que celles-là resteront impunies? Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui est attaqué des gilets jaunes. Par contre, je connais des policiers et des gendarmes qui utilisent des moyens de défense de la République, de l'ordre public. Et vous savez, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et donc, quand elles sont effectivement acculées, elles utilisent des moyens. Mais naturellement, je n'ai jamais vu un policier ou un gendarme attaquer un manifestant ou attaquer un journaliste. À l'inverse, j'ai vu des manifestants attaquer systématiquement nos forces de sécurité et attaquer aussi des journalistes. On l'a vu dans ce département, on l'a vu dans la région, je pense aussi à eux. Incroyable. Incroyable, mais je rappelle quand même que le bilan est de 1800 blessés côté gilets jaunes, et qu'on a relaté ici, et pas seulement nous, les réseaux sociaux, de nombreuses bavures policières, des tirs de flashball. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, le défenseur des droits a alerté justement sur l'utilisation de ce genre d'armes, le flashball et compagnie, a demandé d'ailleurs que ça devienne interdit. Là on est dans le fait de nier complètement une réalité que vivent ces manifestants depuis le 17 novembre. Yasser, franchement, le ministre de l'Intérieur, il est dans son rôle là? Sincèrement, absolument pas. Au début, on pourrait dire que c'est du déni. Maintenant, c'est carrément insulter les victimes. C'est ça. Ça c'est devient plus, d'insulte. c'est plus voilà, un déni. Non, il se ment, il veut se convaincre. Non, c'est carrément, il insulte les victimes en leur disant vous n'existez pas. Mais moi, ce qui me choque doublement, c'est que aucun journaliste présent l'a interpellé, lui a redit le nombre de blessés, 1800, ou le nombre de blessés par LBD, le lanceur de balles de défense, plus de 96, des gens qui sont morts, des gens qui sont hospitalisés jusqu'à maintenant. Il y a un pompier qui est dans un coma artificiel dernièrement à Bordeaux. Aucun journaliste ne l'a interpellé dans ce sens. Ce il y qui a m'a un jeune choqué, homme qui a été touché par une balle en caoutchouc la semaine dernière, qui va devoir manger pendant 4 mois du liquide. 6 mois. D'ailleurs, sa mère a porté plainte. En plus, il était même pas dans les manifestations, il était en train de faire des cette soldes. pauvre dame à Marseille qui, en fermant sa fenêtre, a reçu des éclats de grenade et qui a été défigurée puis qui est décédée. Oui. Et effectivement, cette vieille dame aussi qui a été violentée du côté de Bordeaux dans un abribus la semaine dernière. Bref, il y en a un paquet effectivement. Donc on est non plus dans le délit mais dans l'insulte de la part du premier flic de France, Christophe Castaner. Alors peut-être que ça s'explique, Sofiane, parce qu'il a parlé des journalistes, vous l'avez entendu, évidemment. Et donc il leur a donné une petite sucette. Donc du coup les journalistes n'ont pas essayé de creuser davantage. Je sais pas. Pas seulement pas creuser, ils sont complices en vérité. Alors, on peut pas. L'information est tellement répandue, il y a tellement de vidéos. Ce déni vraiment n'est plus. On est en 2019. Voilà. Là, c'est une faute professionnelle, voire une faute morale. Et maintenant, ils vont essayer de se rattraper en disant pourquoi les gens nous détestent, pourquoi on est chassé dans des manifestations. Après, ils se posent des questions pourquoi ça ne marche plus. Il y a un divorce, il y a un tel écart entre le désamour entre la population et les médias. Ils se posent pas des questions. Ils le voient au quotidien. Il y a des messages qui sont envoyés sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou Facebook. Les gens les interpellent, ils mettent des vidéos. Et par exemple, j'ai vu moi Dufresne lors de cette intervention de Monsieur Castaner, il a mis une vidéo de tous les blessés, de toutes les interpellations à Place Beauvau. Ouais. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord
d'accord avec Dufresne, mais il fait un travail énorme en train de répertorier tous les nombres. David Dufresne. Dufresne, pardon. Absolument. Ouais. Du coup, cette violence policière, elle s'invite dans beaucoup d'émissions en ce moment, dans tous les médias. D'ailleurs, on en fait des éditions spéciales, etc. Du coup, ça nous a inspiré cette question. Les violences policières peuvent-elles être le point de jonction entre les gilets jaunes et les banlieues? Je sais que c'est un peu utopique, un peu rêveur quelque part, mais pourquoi pas? Yasser, je sais que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Le point de jonction entre les gilets jaunes et la banlieue. Non, mais c'est quand même problématique qu'il y ait une jonction entre un mouvement social et les quartiers populaires et les groupes minorés, que parce que le groupe de contrôle qui est la population blanche est maintenant ciblé par la violence. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu jonction face aux politiques néolibérales? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu jonction pendant les 40 années où les banlieues ont été le laboratoire de la répression qui s'abat aujourd'hui contre les blancs? Donc moi je suis désolé, oui, la question elle peut faire participer, mais il faut pas rêver. Ce n'est pas une jonction si un jour on se dit ah bah bien moi aussi je me suis fait tabasser, mais excuse-moi, ça fait 40 ans que je me fais tabasser, ça fait 40 ans qu'il y a des ratonnades par la police, ça fait 40 ans que les violences policières sont dénoncées par les quartiers populaires. Vous étiez où pendant tout ce temps-là? Et maintenant cette jonction ne s'est même pas faite durant une nuit debout et tous les mouvements sociaux qui l'ont précédé. Donc oui, c'est utopique et malheureusement ça ne va pas changer parce que dans le logiciel de bien des personnes qui composent les Gilets jaunes et qui dirigent ce mouvement, la vie d'un arabe ne vaut pas grand-chose. Alors peut-être que à la différence près, Yasser, c'est qu'aujourd'hui cette violence effectivement que beaucoup regardaient à la télé, voire même allons plus loin, applaudissaient d'ailleurs, saluaient cette violence que l'on voyait, je pense par exemple à 2005 dans les émeutes en banlieue, je pense à diverses reprises. Aujourd'hui cette France l'a subi, cette France profonde, cette violence policière qu'elle regardait dans le journal de TF1 à l'époque et qui concernait effectivement qu'une certaine partie, une catégorie de gens. Aujourd'hui ils la vivent clairement. Alors est-ce qu'il peut y avoir point de jonction à ce niveau-là, même si ça vient tardivement? Non. Non, c'est pas un nom catégorique. C'est un nom où j'aimerais avoir tort. Oui. Mais le problème c'est que on peut spéculer sur le futur, mais moi je préfère regarder l'histoire. Et le CV des mouvements sociaux français parle pour eux. Sofiane. Oui, moi personnellement. Point de jonction ou pas? Possible. Moi j'aurais répondu non pour cette question, mais que ça soit intégré dans les demandes des Gilets jaunes ou bien dans les demandes de ce mouvement afin qu'il n'y ait plus de justice sociale ou que plus de contrôle ou plus d'interpellation, pas seulement avec l'IGPN mais avec un juge indépendant, qu'il y ait des enquêtes poursuivies par une justice indépendante. Oui, je suis pour. Oui. Après, pour que les gens de banlieue ou les habitants de banlieue puissent rejoindre ce mouvement parce qu'il y a des dérapages ou bien des agissements un peu scandaleux de la police, je suis contre. Moi personnellement, je serais pour une adhésion à ce mouvement suite aux causes d'origine sociale en vérité, c'est-à-dire plus de pouvoir d'achat, plus de justice sociale ou justice au niveau de la démocratie, etc. S'ils ont à rejoindre ce mouvement, c'est pour ces raisons-là, ils ne sont pas pour les dérapages de certains policiers. La question donc, les violences policières peuvent-elles être le point de jonction entre les Gilets jaunes et la banlieue? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2. Vous êtes 58% à penser que oui, c'est possible. Sur Twitter, on va regarder le grand forum FM2, chère Sofiane. Oui. Vos appels au 01 40 33 9000. Est-ce que vous partagez 75%. 64% de oui. Oui. Donc tu vois, Yasser, les gens quand même sont un peu rêveurs, espèrent. J'ai pas de temps pour rêver. Oui, non mais voilà, c'est que il y a effectivement cette. Mais ça c'est un piège, Christophe, en vérité. Piège de joindre un mouvement pour la chose qui va les réunir, c'est l'anti-flic. C'est le piège. On sait pertinemment pour qu'un mouvement puisse réussir, il faut cette adhésion entre la police, les gens qui maintiennent l'ordre et les révolutionnaires ou en général les manifestants. C'est ça, pour que ça réussisse, il faut que y ait cette jonction-là. Alors maintenant, parler de la haine anti-flic ou bien d'une haine anti-police, ça va, au contraire, ça va déjouer ce mouvement, à mon sens. En fait, moi je pense pas que ce soit une haine anti-flic. Je pense que, encore une fois, le groupe majoritaire qui est le groupe blanc se rend compte qu'un autre groupe que lui-même pourrait lui être utile pour dire ma vie vaut cher, vous savez. Sauf que lui, quand il était en sécurité, la vie du noir ou de l'arabe ou du rome ou de ceux qu'on appelle les musulmans ne valait rien puisque ces violences étaient documentées. Elles étaient dans les livres, elles étaient dans les vidéos, etc. Et ça l'intéressait pas parce que c'était pas moi. Oui, ça c'est clair. Maintenant, on ne peut pas dire, oui, il y a jonction. En fait, il y a jonction, juste encore une fois, pour asseoir un peu plus la suprématie blanche. Ça veut dire, la violence policière n'est devenue un problème que le jour où elle s'est abattue sur des personnes qui étaient blanches. Mais quand elle tapait sur des noms blancs, c'était pas un problème.
C'est pour ça que la question me pose problème. Mais tu as remarqué que dans la question, c'est peut-elle être. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'affirmation, on pose une question. Oui, tu peux aussi te cacher derrière le peut-elle être, etc. Non, on se cache derrière là du tout. C'est pas le principe du truc ici. Tu connais la maison quand même. Oui, je connais très bien la maison. Bon, on se cache pas ici. Non, mais on peut très bien aussi dire peut-elle être, etc. Mais encore une fois, c'est comme si demain on disait oui, une révolution en France pour une république post-coloniale peut-elle voir le jour? Oui, pourquoi pas, il y a pas de problème. Mais quand on regarde les fondements même et les rapports de domination, la structuration des rapports de domination, on sait que c'est pas pour demain. Vos appels au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis, partager ou non d'ailleurs l'optimisme de Yasser, hein. 01 40 33 9000 et de Sofiane aussi un petit peu. Non, moi personnellement, si on a à rejoindre ce mouvement, c'est pour des questions sociales. Pessimisme plutôt, pas l'optimisme. Voilà, moi je veux pas qu'on instrumentalise cette question. Il y a des dérapages, il y a de l'IGPN qui est interpellé, plus de 200 interpellations. Est-ce qu'ils vont faire? Tu connais l'IGPN? Voilà, exactement. Ils sont gérés par des policiers eux-mêmes. C'est pour ça que parmi les demandes des Gilets jaunes, on doit vraiment introduire des juges indépendants ou bien de voir une manière de juger ces dérapages qui sont plus. On a vu par exemple sur Bordeaux, Christophe, la vidéo qui a circulé longtemps, et on a vu que des policiers ont tiré sur le pompier qui est au coma actuellement. Il était de dos, et en même temps après on a vu une autre vidéo où on demandait à récupérer même les éléments qui justifiaient leur attaque, c'est-à-dire les douilles, etc. Et tout était filmé. Alors maintenant, si l'IGPN n'est pas saisi après cela, c'est une catastrophe. Vous avez quand même un deux poids deux mesures qui est vraiment flagrant. Je rappelle le boxeur de CRS qui est lui en garde à vue, d'ailleurs qui a fait appel, pas en garde à vue, en détention, qui a fait appel d'ailleurs de sa détention, je le précise, et le policier commandant qui a reçu d'ailleurs la Légion d'honneur début janvier, qui lui du côté de Toulon, je crois, c'est Toulon, a fait exactement la même chose que lui, sauf que lui il a rien, voilà, peut-être une petite suspension ou quoi. Et moi je considère que c'est encore plus grave de la part de ce commandant de police, dans le sens où lui il est censé montrer l'exemple, c'est-à-dire il est censé représenter l'autorité, donc en même temps montrer l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez deux personnes qui ont commis deux actes quasi semblables, et vous avez un qui est en détention et l'autre qui est en totale liberté, qui est en train de bronzer tranquillement. C'est grave. C'est clair, c'est le deux poids deux mesures, il est flagrant, il est parlant, il est criant même. C'est une justice à double vitesse, c'est malheureux, mais... Ça quand on a une justice qui est inféodée au pouvoir exécutif, on peut avoir que des abus similaires. Moi j'ai vu certains syndicalistes de la police qui ils répondent à des injonctions, c'est-à-dire venant de la hiérarchie supérieure, soit des commissaires, soit des préfets, ou soit des hommes politiques. Surtout l'utilisation des LBD vraiment dans une position un peu tendue, c'est-à-dire ils visent un peu le visage, la tête, alors que c'est interdit par la loi. Alors ils disent que c'est suite à des demandes de la hiérarchie supérieure. Fatima est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Fatima. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités, bonsoir à Sofiane. Bonsoir Fatima. Sofiane, dites donc. Donc moi ce que je souhaite, je n'impose rien, je propose rien. Je souhaite que la banlieue ne rentre pas dans le jeu des gilets jaunes. Parce que hier, quand la banlieue était en feu et en flammes, que les gens étaient tirés comme des lapins, que des jeunes étaient quand même assez malmenés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu d'autres, disons, des villes et qui a dit ah non, ou bien une manifestation? Rien du tout. Personne n'a levé le petit doigt. Alors moi je pense que ce qu'il faut faire en banlieue, moi j'habite pas la banlieue, mais les gens de banlieue, il y a les européennes, il y a qui se mettent ensemble, qui s'organisent, et la meilleure arme envers les politiques et les policiers, tout le monde, c'est le vote. Le jour où la banlieue sera un enjeu électoral, soit une force électorale, là, vous allez voir, ils feront compte pour d'autres minorités, alors qu'ils sont la majorité et ils n'ont aucun poids. Et Fatima, une question. Et si parmi les gens qui se présentent lors des élections européennes, ils ne trouvent pas quelqu'un qui aspire vraiment, qui va accomplir leurs aspirations, est-ce que il faut voter pour voter seulement, ou bien voter pour adhérer à un projet? Ils peuvent présenter des candidats. Ils sont libres. Ils peuvent très bien présenter présenter des candidats quand même.
Et pourquoi ça, c'est la réponse. Ça me rappelle un peu la réponse qui a été faite aux Gilets jaunes. C'est un mouvement populaire qui s'est soulevé sur des choses politiques. On leur donne comme réponse, mais organisez-vous, présentez-vous aux politiques. Eh ben, oui, pardon. Moi, je suis vraiment pas d'accord. Moi, je pense que si la banlieue, il faut avoir la carte d'adhérent, mais s'ils voient qu'il n'y a aucun parti, il vaut mieux illégitimer les gens qui vont être élus. Par exemple, quand je vois à Évry, lors des dernières élections, il y a un candidat qui a été élu avec 6 000 voix sur 80 000. C'est-à-dire, il est illégitime à mes yeux, aux yeux de tout le monde. Il est élu, mais en vérité, il est illégitime parce qu'il n'y a pas une forte adhésion. Il est vraiment fragilisé. Mais pour aller voter seulement pour faire barrage au Front National ou pour faire barrage à l'extrême gauche. Il faut plus faire barrage au Front National. Moi, je dis, je ne fais plus barrage au Front National. Dorénavant, s'il y a le Front National, eh ben, c'est parce que. Mais s'il y a quelle personne qui a il nous remue ce chiffon noir. Exactement. Attention, c'est le loup. Attention, le loup. Eh ben, et après. Non, eh ben, je rappelle que les lois les plus liberticides ont été passées sous la gauche. Quand même assez compatibles avec nos idées, quoi. Merci Fatima, merci à vous en tout cas. 01 40 33 9000. Qu'est-ce que tu penses de ce point de vue, de cet axe proposé par Fatima Yasser? C'est vrai qu'elle parle de la banlieue, d'aller en politique, peut-être de s'inscrire en tout cas dans un projet politique. Rappelons quand même que la banlieue, à tort ou à raison, je ne sais pas, je suis pas là pour juger, il y a un taux d'abstention record à chaque fois, pour que toutes les élections en général. En fait, la politique électorale ne résout pas tout. Elle ne peut être une solution que si elle est l'aboutissement d'un terrain qui est politisé et mobilisé. Le but, c'est pas d'élire, par exemple, un candidat qui s'appelle Ahmed ou Fatoumata parce qu'il s'appelle Ahmed ou elle s'appelle Fatoumata, alors qu'il elle n'a pas de programme. Ouais. Tout en étant absent des mobilisations qui font qu'un programme peut aboutir. Je m'explique. Oui. Lorsqu'une personne se fait élire, il est sujet à différentes pressions. Il faut que la pression du terrain soit beaucoup plus forte sur ce candidat ou cette candidate, une fois arrivé au pouvoir, que n'importe quel autre levier de pression. Ça veut dire, si une personne se fait élire et qu'en face, dans les institutions, il y a les lobbies pharmaceutiques, les lobbies du pétrole, les lobbies de la police, etc., on ne va plus répondre à ce terrain qu'il a porté au pouvoir. C'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'amener une personne au pouvoir et de lui faire un chèque en blanc. C'est d'abord de reprendre à la base qu'il y ait un terrain non seulement mobilisé pour faire porter un candidat, mais qui reste aussi vigilant une fois que ce candidat accède aux fonctions pour parler au nom de ce terrain. C'est pour ça que pour moi, le fait de se présenter candidat, si on n'a pas une légitimité terrain, on ne fait pas grand-chose. Il faut une société civile qui soit mobilisée pour que cette personne-là puisse aller contre les vents auxquels il fera face. Là, je risque d'énerver un peu Yasser, mais parmi les propositions des Gilets jaunes, il y a le RIC, et parmi les éléments qui font ce RIC, ce référendum d'initiative citoyenne, c'est de contrôler l'élu. C'est-à-dire, c'est pas un chèque en blanc pendant 5 ans, c'est-à-dire il peut être révoqué à n'importe quel moment, cet élu, s'il dérive un peu. Justement, c'est une excellente chose. Voilà, c'est une excellente chose. Non, ne l'énerve pas, il est trop tôt encore. Non, mais c'est-à-dire que parmi les demandes de ces Gilets jaunes, il y a des demandes un peu légitimes, mais en lesquelles on peut pas être manichéen ou sectaire. Non, il y a des demandes proposé par la France Insoumise pendant la campagne, je le rappelle. Oui, sauf que quand on connaît Jean-Luc Mélenchon, on se doute bien que c'est pas lui qui va instaurer des contre-pouvoirs. Il demande. La République, c'est lui. Oui, voilà, la République, c'est moi. Ou quand il parle de constituante, il dit pas qu'une constituante, qu'il le révoque une fois que lui aussi est arrivé au pouvoir. Donc il dit, j'arrive au pouvoir, on fait une constituante. Oui, mais Coco, c'est une constituante, tu pars aussi. Ça, voilà. Par contre, il le mentionne pas. Donc non. Par contre, de manière transparente, oui, j'estime que n'importe quel pouvoir doit faire face à des contre-pouvoirs. Le RIC, c'est une bonne chose alors. Non. Non? Non, parce que si on le met, ça sera après la tyrannie de la majorité. Non, mais on peut conditionner et retransférer ce qui a été réussi en Suisse, on le refait ici. C'est-à-dire, par exemple, on peut pas dépasser 7 référendums par an, ou on doit donner un chiffre de personnes qui vont appeler à ce référendum à 300 000 ou 500 000 personnes. On peut vraiment le contrôler, ou bien retransférer ce qui a été réussi déjà en Suisse. Ça reste dangereux parce qu'il y a il y aurait la tyrannie de la majorité et la tyrannie de ceux qui sont proprement organisés. Ça veut dire qu'on fait un RIC aujourd'hui, les populations dominées, vu qu'elles sont pas organisées, structurées, ne savent pas. Qu'est-ce qui les empêche? Ça va les pousser à s'organiser. Qu'est-ce qui les empêche à s'organiser? À s'impliquer encore plus. Ouais. Si on voit l'expérience suisse, ça n'a pas été une réussite dès le premier jour. Mais aujourd'hui, ils sont en train, par exemple, dans 2 mois ou 3 mois, il y aura un référendum sur les charges syndicales au niveau de certaines sociétés. Ouais. C'est-à-dire, ils sont impliqués dans la vie quotidienne. Après, ils doivent assumer. S'ils ne s'impliquent pas dans la vie, si par exemple on parle des gens de banlieue, s'ils s'impliquent pas dans la politique, c'est pas la peine de pleurer dans les chaumières
lumière après. Exactement. Maintenant, et ça, c'est une forme de responsabilisation du citoyen, à mon sens. Non, là-dessus, de toute façon, il faudra aussi que, bien sûr, c'est pas le RIC qui remet en cause les droits humains, etc. On rétablit la peine de mort, etc. Non, c'est exclu. On veut le retour d'un maréchal Pétain. Non. Ouais. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un jeu démocratique qui ne soit pas pipé ou qui ne soit pas fait truqué. Ça veut dire qu'il y ait des chances égales d'accéder aux fonctions, mais que n'importe quelle personne qui accède à des fonctions, y compris le président de la République, le pouvoir, voilà. D'accord, il rend des comptes au peuple. C'est pour ça que j'avais une discussion une fois avec une personne qui disait oui, t'as vu chaque président après 5 ans de pouvoir, tu vois que son visage est lessivé. Je dis bah oui, parce que lui en fait, c'est pas il rend des comptes aux personnes qui l'ont porté au pouvoir, il rend des comptes à des lobbies et il ne peut rien proposer au peuple, donc il y a une pression. Mais c'est les lobbies qui l'ont mis au pouvoir indirectement. Exactement. Donc en fait, des lobbies qui ne sont pas élus, lui font appliquer une politique alors qu'il s'est fait élire sur une autre politique. Donc forcément, bah oui, on devient. J'ai pas envie de citer le rappeur Ice-T, mais il disait chacun est la prostituée d'un autre. Bref. Oui, bref. Karim, il nous appelle de Paris. Salut Karim, bienvenue à vous. Oui, bonjour Christophe, bonjour à vos invités. Yasser et Sofiane. Je voulais juste vous apporter un constat suite à ma mobilisation permanente avec les Gilets jaunes. Oui. Aujourd'hui, en fait, si vous voulez, si ce mouvement il est important et il est fort, c'est parce qu'il a rassemblé tout le monde, toutes les partis gauche, droite et il faut dire les deux extrêmes. Droite et gauche, j'espère qu'ils sont minoritaires, voilà. Donc moi, ce que je regrette en fait, c'est dans ce mouvement, il y a le manque en fait des gens en fait issus de l'immigration. Voilà, je m'explique. Pour moi, en fait, c'est une occasion en fait que tout le monde s'exprime à sa façon. Là, les jeunes qui ne veulent pas sortir, qui ne veulent pas rallier ce mouvement, je trouve en fait qu'ils ont tort. Pourquoi qu'ils ont tort? Parce que en fait, là, finalement, on va laisser les gens s'exprimer à notre place, mais il faut pas y compter trop. En fait. Donc moi, je suis au bout avec ces gilets jaunes. Sauf en fait, il y a une chose en fait au-delà en fait de leur demande. Aujourd'hui, en fait, ils demandent la revendication principale qui est le RIC, et à savoir si c'est bien le RIC ou bien le RIP populiste. Moi, je commence à être sceptique par rapport à ça. Par contre, si en fait, par rapport au cahier des doléances ou par rapport aux questions de manuel, de grand débat, moi, j'allais dire en fait que les perdants, c'est nous. En fait, c'est nous. Pourquoi en fait, comme on connaît bien en fait les gens, en fait, des boulets et tout, donc qui sont, on va dire, qui sont pas motivés pour aller au-delà, enfin au bout de ce débat, donc ils vont pas répondre, ils vont pas bouger et forcément, ouais. Là, moi, ce qui me fait peur, ce qui m'inquiète, en fait, on va laisser l'extrême droite s'exprimer dans les cahiers de doléances et tout, et après, en fait, le RIC, en fait, il va passer, il va y avoir des référendums, il y a des sujets, voilà. Donc, merci Karim, en tout cas, on a bien. J'invite ces gens-là, en fait, pour participer massivement. Voilà. Merci Karim. Je précise, je rajoute d'ailleurs que la plupart des auditeurs qu'on a eu tout au long de la semaine à qui j'ai posé la question, est-ce que vous avez eu au cours des mobilisations des Gilets jaunes auxquelles vous avez participé, été victime de propos ou d'agressions à caractère raciste? Tous m'ont répondu non, au contraire. Donc, encore une fois, il s'agit, en particulier au début, de prendre 1 ou 2 faits ou 3 faits, au pire, donc, et d'instrumentaliser ça en disant, vous voyez, les Gilets jaunes, ce sont des fachos, c'est l'extrême droite, nanana. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les médias, et ça leur tombe dessus aujourd'hui. Parce que les Gilets jaunes ont porté aussi la question du racisme dans la. Mais non, mais il y a ça, c'est ce que je t'expliquais la semaine dernière. Voilà. Pourquoi, et d'ailleurs Karim te le dit, pourquoi il a peur qu'aujourd'hui, dans le grand débat, encore une fois, tous ces gens soient absents et soient ignorés parce qu'ils ne sont pas là. Non, tu réponds à une autre question. Là, en fait, tu dis, c'est pas parce qu'ils ont pas tenu des propos racistes que, en fait, ils sont pas racistes ou je ne sais quoi. Là, je te dis seulement, parce qu'ils savent très bien que la question raciale en France est hautement sensible. Oui. S'il y avait un minimum de sincérité vis-à-vis de la question, ils l'apporteraient sans qu'on leur demande. Ouais, mais bien sûr, après, ça n'empêche pas que les premiers concernés ne doivent pas déléguer ou sous-traiter leur lutte à d'autres personnes. Oui. Voilà. Ça n'excuse pas le manque de mobilisation, l'absentéisme, le je m'en foutisme et le fatalisme. Karim te dit, on sera les grands perdants finalement de cette histoire, les gens de banlieue. Ah, mais de toute façon, si on s'occupe pas de la politique, on est forcément perdant. Oui, bien sûr. Voilà. L'histoire est sans pitié avec ceux qui démissionnent. D'ailleurs, ça sera aussi. Il y a plein de gens qui ont dit ne pas y aller justement, qui ont appelé les banlieues à ne pas y aller.
Mais ça veut pas dire que les gens ne les soutiennent pas en même temps. Parce qu'on a vu, par exemple, un soutien qui a augmenté de 7% cette semaine. On parle de 67%. Oui, en même temps, tu vois Macron qui monte dans les sondages. Il monte, bien sûr qu'il monte, parce qu'il n'y a pas de parti politique. Il a bouffé tout le parti socialiste et les républicains aujourd'hui. Il est en train de siphonner tous ces gens-là. Et il y a des gens qui ont profité de la mondialisation, de ce monde ultralibéral, Christophe. Il y a 15%, 20%, ou 10 ou 15% de la population française qui a bénéficié. Quand tu vois les gens qui touchent 15 000 ou 20 000 euros, bien sûr qu'ils voteront Macron. Ou bien des sociétés avec des dividendes qui sont par milliers d'euros, bien sûr qu'ils voteront Macron. Ou bien des gens on parle même pas d'évasion fiscale lors de grands débats, bien sûr qu'ils voteront Macron. Ils poussent à ce que Macron reste au pouvoir et qu'il passe toutes les réformes pour lesquelles il a été élu, bien sûr. Et qu'il y ait un soutien pro-Macron, mais ça existe et ça existera toujours. Yasser, il y a quelque chose qui m'inquiète, que on a remarqué aussi, c'est qu'aujourd'hui vous avez une classe politique et médiatique qui tape à fond sur Mélenchon, à tort ou à raison, hein. Je suis pas là pour dire s'ils ont raison ou pas. Par contre, ils sont quasiment absents concernant Marine Le Pen. Ils font plutôt la promotion. C'est limite, voilà, ils font la promotion, la chose inverse. Alors, ils ont peut-être raison de taper sur Mélenchon. C'est l'ancienne stratégie, etc. Mais attention, ce jeu peut être extrêmement dangereux. Bien sûr, et ça montre que ces personnes-là sont proprement irresponsables. Et je le disais déjà, je pense qu'il sciemment, tu penses qu'ils le font sciemment? Bien sûr, c'est sciemment. Enfin, Marine Le Pen, elle va dire, elle monopolise les débats dès qu'elle prend la parole. Dès qu'une loi va passer, on attend que Marine Le Pen prenne la parole pour savoir où se positionner. Et le fait qu'on l'a oublié, qu'elle n'a pas été attaquée durant le mouvement des Gilets jaunes, et que c'est Mélenchon qui en prend pour sa gouverne, ce n'est pas un hasard. Et parce que Marine Le Pen, elle est complètement absente, hein. Elle a essayé un peu de s'introduire dans ce mouvement et elle a vu qu'il y avait des barrières. Elle a essayé d'intégrer, par exemple, le pacte de Marrakech sur l'immigration pour que ça soit le débat numéro 1 pour les Gilets jaunes. Ça n'a pas été, ça a été loupé. Mais la manif pour tous, par contre, elle s'est mobilisée sur les. Non, elle s'est pas mobilisée la manif pour tous. C'était Marion Maréchal Le Pen. La manif pour tous, elle a donné la liberté. Non, le fait que des questions sur d'ordre mariage pour tous, elle avait été disproportionnellement investie sur les questions posées en ligne. Bon. Ah, sur en ligne, ouais, d'accord. Mais je me rappelle, lors du passage de cette loi, elle a donné un peu la liberté parce qu'il y avait Laurent Philippot à l'époque qui était pour. Non, je parle pas d'à l'époque, je parle de maintenant. 0140 33 000, à tout de suite. Dans un instant, on continue d'accueillir peut-être un ou deux appels et après on va passer à une autre affaire qui peut-être empoisonne un peu le président de la République. Il n'en est plus à une près finalement. C'est l'affaire Benalla parce qu'elle prend des tournures aujourd'hui. Benalla est en garde à vue depuis ce matin. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il s'appelle Yasser Louati, vous le connaissez, il est avec nous tous les jeudis. Le jeudi c'est Louati, Sofiane Lakhdari est avec nous aussi aujourd'hui pour répondre notamment en premier lieu à ce sujet à la une aujourd'hui, à cette question: les violences policières peuvent-elles être le point de jonction entre les gilets jaunes et les banlieues? On en parle avec vous au 01 40 33 9000 avec Méziane qui est avec nous. Salut Méziane. Allô, bonjour à tous. Bonjour monsieur Sofiane, bonjour monsieur Yasser, bonjour monsieur Christophe. Bonjour. Et bonjour les auditeurs et les auditrices. Oui. Voilà, j'ai oublié personne comme ça. Voilà. Faut faire gaffe. Fais gaffe, hein. Faut être diplomate. Écoutez, moi j'ai entendu dire que voilà, les gilets jaunes, c'est du Front National, c'est de l'extrême droite, c'est Mélenchon. Mais en fin de compte, il faut regarder, bien entendu, dans toute société, il y a plusieurs tendances, mais il y a quand même un dénominateur commun. C'est le sociétal et le social. Je pense que la plus grande part de nous, les immigrés ou d'origine, des enfants d'immigrés, sont de conditions sociales quand même pas favorisées. Donc, à un moment donné, il faut prendre des risques. Si on ne prend pas de risques, eh bien, on va continuer parce que le jeu des socialistes avec Mitterrand, il avait fait intervenir l'épée de Damoclès du Front National pour manipuler les élections. Donc, le repoussoir, bien entendu, c'est le Front National, mais en même temps, ça fait les choux gras de tous les manipulateurs et des calculateurs qui sont au service ni d'un État, ni d'un peuple, mais d'une oligarchie. Ça, c'est le problème. Regardons le dénominateur commun, le plus grand dénominateur commun. C'est lequel? C'est le social. Quand vous travaillez, que vous gagnez 1000, ou vous travaillez 1000 euros, ou 1200 euros, ou vous êtes précaire, d'une certaine manière, pourquoi ne pas prendre le risque de soutenir les gilets jaunes tout en sachant qu'il peut y avoir un risque, mais sinon, on n'en sortira jamais. Ouais. Merci, Méziane. Bon.
Merci à toi, cher Méziane. 01 40 33 9000. Il est en train de répéter son avis tranché dans une demi-heure, là, l'ami Yasser, qui va s'appeler faut-il changer d'imam ou l'imam doit-il changer? Bon. Voilà, on a planté le décor, vous voilà prévenu. Ah, il te cherche là, non, Yasser? Non, c'est pas ça. Attends, il est lui-même. Je suis en train de teaser son avis tranché, tu me dis que je cherche. Au contraire, je suis en train de le vendre, son truc. Bon, alors... rien à vendre, heureusement. On va filer un peu en Syrie, les gars, parce qu'il se passe des choses là-bas. Vous savez que les Américains ont annoncé... T'allais parler de Benalla, non? Après, on s'en occupera tout à l'heure de Benalla. Mais Trump a annoncé effectivement son retrait de Syrie, de la région en fait en général. Et il y a eu là un attentat suicide donc qui a causé la mort de 4 Américains dont 2 militaires à Manbij en Syrie. La question que je vous pose aujourd'hui, qui d'abord et quel message tente-t-on d'envoyer aux Américains au travers de cet attentat, si tant est qu'il y a un message à faire passer, je ne sais pas. Alors Sofiane, peut-être là-dessus, que s'est-il passé réellement? Pour le moment, on a une déclaration de l'État islamique qui a revendiqué cet attentat. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui doutent de cette déclaration parce que l'État islamique n'a enclenché aucune attaque contre les forces américaines depuis 2 ans. Ouais. Depuis qu'ils sont à l'est de l'Euphrate, aucune attaque n'a été faite. Alors que là, les États-Unis mènent la coalition contre l'État islamique. Ils ont libéré le Raqqa avec les forces démocratiques syriennes, etc. Sauf qu'ils n'ont jamais été attaqués. Alors des gens doutent de cela. Mais sauf que là, on a 2 suppositions. Soit l'État islamique, il est passé à une action B, c'est-à-dire à une guérilla contre la présence américaine. Et ça, c'est un message clair aux Turcs également, qui comptent avoir une zone à l'intérieur de la Syrie à peu près de 30 km. Les Turcs sont les grands perdants de cette histoire, hein. Le Turc, pas grand perdant, mais... Ah bah attends, quand même, quand on voit par exemple que les pays arabes qui étaient jusqu'alors les grands perdants reviennent tranquillement et rouvrent tranquillement les ambassades. Ils ont rétropédalé dernièrement aussi, les pays arabes, si tu veux on en parle. Ouais. Parce que la déclaration de Ahmed Aboulghait, le patron de la Ligue arabe, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères du temps de Moubarak, vient de faire une déclaration hallucinante. Mais en parlant des États-Unis, et maintenant il y a un accord américano-turc selon le président Erdogan, si les Américains en sortant de l'est de l'Euphrate, la Turquie doit s'impliquer, doit reprendre la place des Américains. Sauf qu'en même temps, il y a les Kurdes. Et c'est vraiment compliqué dans cette région, à l'est de l'Euphrate en vérité, parce qu'il faut un accord, pas seulement turco-américain et russe, mais syrien également et kurde. Sinon, on va avoir des attaques de guérilla de plus en plus envers des forces américaines ou envers des forces turques demain. Yasser, sur cette situation, quel type de message tente-t-on d'envoyer aux Américains, si tant est qu'il y en ait un? Pour moi, c'est encore trop gonflé pour l'instant, c'est encore pas clair. C'est déclaration, rétropédalage, et puis en fait, que des questionnements. Non, pour l'instant, c'est la poussière est encore en l'air. Franchement, commenter maintenant, pour moi, ça s'avère. Mais ça, c'est une première où il y a les soldats américains qui meurent. Parce qu'on sait pertinemment qu'au niveau de l'État profond, Jim Mattis, l'ancien ministre de la Défense qui a démissionné par la suite, était contre ce retrait, qui vraiment montre une défaite de la stratégie américaine dans la région du Moyen-Orient. Hein, ouais. Qu'on soit pour ou contre, mais la sortie, c'est une forme de reconnaissance de défaite et de laisser ce bourbier tel qu'il est maintenant. Mais aujourd'hui, cette attaque, elle survient alors qu'on n'a en aucun cas vu des soldats américains mourir en Syrie. On a 2200, ça fait 6 ou 7 ans qu'ils sont là-bas, indirectement ou directement. Ça laisse à réfléchir aussi les soldats français qui sont là-bas. À l'est de l'Euphrate, qu'est-ce qu'il en serait et voir aussi demain? La déclaration de Mike Pence, c'était pareil. Je veux dire, en fait, il y a eu la déclaration qui était tonitruante de Trump, oui. qui en soi est parfaitement logique. Isolationnisme, la guerre coûte cher, on rentre chez nous. Par contre, encore une fois, c'est que on a eu Trump qui déclare et les Turcs qui sont contents, puis après on a Mattis qui démissionne dans la foulée, on a l'attaque, maintenant Mike Pence tente de... Non, on est face à un camp qui a perdu la guerre, il ne sait pas comment sortir. Il en est même arrivé à dire que l'OTAN allait se retirer, que les US se retiraient de l'OTAN, etc. Et là maintenant, on a carrément le Congrès qui dit, on vous laissera pas quitter l'OTAN, qui est l'alliance la plus réussie de toute l'histoire. Mais là maintenant, par exemple, les Américains, si on voit le dernier tweet, parce que Donald Trump est parti pour une fois en Irak, voir les soldats américains, il a fait un tweet qui était hallucinant. Il a dit, on a dépensé 7000 milliards durant cette guerre et je n'arrive même pas à y aller. Je suis parti discrètement et je n'ai rencontré aucun responsable politique. Pour moi, c'est un échec total. Ça, c'est la déclaration du président américain. Il a eu une déclaration aussi, c'était
tonitruante envers Erdogan il y a pas si longtemps. Oui, il avait parlé comme quoi si Erdogan ou la Turquie attaquait les Kurdes, il serait dans l'obligation de ruiner l'économie turque. Mais il y a eu un autre tweet par la suite où il a demandé, où Erdogan disait qu'on a trouvé un règlement de cette situation par téléphone. Mais c'est pas un règlement par téléphone que ça va se résoudre cette question. C'est pour ça que je te dis que à l'est de l'Euphrate ou bien au nord de la Syrie, il faut que les 5 puissances, ou bien les 5 puissances, les Kurdes, les Syriens, les Russes, les Américains, les Turcs soient d'accord, et pas pour le moment, ce n'est pas le cas. Et même les Kurdes sont divisés entre eux. T'as pas cité d'ailleurs les pays arabes, les pays européens qui les pays arabes, ils sont absents. Le Qatar a déjà déclaré qu'ils ouvriraient pas leur ambassade. Ouais, le Qatar, ils ont essayé à plusieurs reprises. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite devait le faire aujourd'hui, normalement. Ils ont rétropédalé aussi. C'est pour ça que je te dis, il y a 2 jours, et après la visite de Mark Pompeo, le ministre des Affaires étrangères américain qui était là, qui a appelé une nouvelle alliance qu'il a appelée Helf Warsaw, l'alliance de Varsovie en Pologne, pour lutter contre l'Iran. Et dernièrement, parmi les pays, c'est les pétromonarchies, c'est la Jordanie, c'est l'Égypte, c'est le Maroc qui vont être présents parmi d'autres pays, avec d'autres pays. Pour lutter contre l'Iran. Et Ahmad Aboulghaid, lors de cette dernière déclaration, à la Syrie de choisir. Si la Syrie veut réintégrer la Ligue arabe et veut qu'on contribue, les pays arabes contribuent à la reconstruction de la Syrie, il faut qu'elle choisisse son camp. Soit les pays arabes, soit l'Iran. Et c'est pour ça qu'il y a un rétropédalage de dernière minute. On connaît son choix, la Syrie a toujours été fidèle à l'Iran. Guerre de 7 ans pour ça, alors elle va pas maintenant, alors que les Arabes ont perdu. Et si les Émirats, ils ont ouvert leur ambassade, c'est une forme de défaite, de reconnaissance de défaite directe de cette année de guerre. Avec tous ces éléments que nous disposons aujourd'hui, même si ça reste flou, est-ce que vous pensez possible le retour de la Syrie dans la Ligue arabe? Non, pas pour le moment. Moi, je pensais que c'était au mois de mars, il y aura peut-être un report. Suite à cette déclaration, c'est impossible. D'accord. Donc, et on rappelle d'ailleurs que la prochaine réunion se déroule en Tunisie, je crois. En Tunisie, et l'économique c'était prévu au Liban, mais ça va être reporté également. Et l'économie turque, elle se porte bien là en ce moment ou Non, c'est chaud là. C'est chaud. Très chaud. Ah, bien sûr. Après, maintenant. Là, on dit que 2019 pourrait être une crise encore pire que l'année dernière. Ouais. Mais on sait pertinemment que les Américains veulent absolument faire tomber Erdogan. En aucun cas, ils veulent que ce régime ou bien le pouvoir d'Erdogan persiste. Pourquoi? Parce que Erdogan, mais il est assez flou quand même. Bien sûr, c'est la diplomatie. Il fanfaronne beaucoup, Erdogan, dans cette crise, par exemple, de Khashoggi. Il a beaucoup fanfaronné. Pas de Khashoggi, on parle de... mais dans l'affaire Khashoggi, de façon générale... De façon générale, il a essayé... beaucoup. Est-ce que c'est pas aussi le propre d'Erdogan de souffler le chaud et le froid, et ensuite tirer sur le plat? Et ça énerve les Américains, parce que d'aller négocier avec les Russes et de revenir après avec les Américains, d'ouvrir une économie, parce qu'il y a les échanges entre l'Iran, 10 à 15 milliards, 30% du gaz turc vient de l'Iran, continuer ou bien avoir une perspective l'année prochaine d'avoir 30 millions d'échanges, ça énerve les Américains en pleine sanction. Par exemple, Trump, lorsqu'il s'est retiré des accords nucléaires, il a augmenté les sanctions contre l'Iran. La Turquie ne fait pas partie. C'est un allié, c'est le 2e pays de l'OTAN, dans l'OTAN. Alors, un allié comme la Turquie, ça dérange aujourd'hui le comportement. Et surtout, après la tentative de putsch contre Erdogan, le président Erdogan avait liquidé tous les militaires turcs, ou bien la quasi-totalité des militaires turcs pro-américains, qui étaient proches de la CIA ou la DIA. Et ça énerve. Du coup, Bachar, pour certains, en devient fréquentable. Oh, pas encore. Pour certains, un peu plus qu'il y a 8 ans, par exemple. Enfin, je sais pas si c'est fréquentable, c'est plus, pour pas manquer le train d'histoire. Par exemple, Le Drian qui déclare, si Bachar, s'il y a des élections, si Bachar gagne, il gagne. En clair, voilà quoi. Oh, mais attends, mais tu me parles de Jean-Yves Le Drian. Oui. Plus cynique, il n'y a pas. Je veux dire. Si, il y a Fabius. Ouais, c'est vrai, ouais. Fabius qui a été là, pas mal. Pour le moment, pour la Syrie, il y a eu une guerre de plus de 7 ans pour faire tomber Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, il est bien présent. Il y a des gens, il est toujours là, il restera là, jusqu'à ce que tous les gens qui avaient appelé à son départ, ils partiront et lui, il restera. Et ces gens, on les entend plus, Sofiane. Et ils sont dans l'obligation de reconnaître, c'est du pragmatisme. Sauf que maintenant, ils mettent un peu les bâtons pour la reconstruction de la Syrie, que la Banque mondiale a estimé à peu près à 400 milliards. Mais rappelons quand même que la Syrie s'en est pas sortie seule. Je veux dire, elle a été aidée. Bien et sûr. Lorsque la Russie est entrée en jeu tardivement, 2015. en 2015, ça a changé toute la donne.
Non, c'était en 2013 déjà, il y a eu une tentative de frappe contre la Syrie pour faire tomber le pouvoir, et on a vu l'implication de l'Iran et du Hezbollah à l'époque. Non, par contre, la question qui quand même subsiste, c'est que maintenant que Bachar est resté au pouvoir après avoir détruit son propre pays, est-ce qu'une fois que les choses se stabiliseront pour la reconstruction, est-ce qu'il restera encore au pouvoir? Ah, bien sûr, il a fait une guerre pour cela. Parce que là, je veux dire, il pourra pas gouverner comme ça encore pendant 10 ans, c'est pas possible. C'était au départ, ils ont voulu le faire tomber. Là, ils ont perdu. Alors maintenant, c'est pas une raison pour qu'il parte. Ça l'a renforcé, Yasser. Et c'est pas une raison pour mettre des. Non, mais il veut dire, rester au pouvoir après avoir détruit son propre pays. Non, il a résisté. Après, tout dépend comment on voit les choses. Lui, par la suite, il a résisté à une invasion. Non, il a collaboré avec l'Iran il a défendu son pays. Et la Russie pour rester au pouvoir. Non, il a défendu son régime, pas son pays. Son pays, il l'a détruit. D'accord. Tu vois. Détruit. Après, maintenant, si tu vois la destruction, quand on voit plus de 200 000 ou 300 000 personnes venues de la terre entière, plus de 120 pays qui ont contribué, les pétromonarchies qui ont mis un argent fou, qui ont fait des armes, c'est des gens qui. Il a fait le choix de transformer son pays, de résister. Non, voilà, de résister pour rester au pouvoir, alors qu'il a fait le choix de partir. Il a fait le choix de transformer son pays en terrain de guerre par proxy. Entre les Russes, les Américains. C'est pas un choix, Christophe. Non, ça a été imposé. C'est une guerre qui a été imposée. Non, ça a été un choix. Le choix de la violence a été celui de Bachar al-Assad. Mais quand les manifestations étaient pacifiques au début, par quoi est-ce qu'il a réprimé? Ah oui, par des fleurs et des roses. Attends, Yasser, je te rappelle quand même que les manifestants se sont retrouvés soudainement armés. Après, maintenant. Ah bah oui, donc. Non, mais à un moment, il y a des éléments quand même. On va pas refaire l'histoire. Une chose est sûre, les manifestants, il y a quand même eu, d'abord, Bachar el-Assad, avant la guerre, n'était pas un modèle de démocratie et de respect de la vie humaine. Ça l'a pas empêché d'être invité ici au 14 juillet. Ce qui n'a pas empêché. Exactement. Maintenant, il faut quand même regarder de manière concrète. Une fois que la guerre est définitivement terminée et qu'on passe à la phase de reconstruction, est-ce que Bachar restera vraiment au pouvoir? Moi, je vais te dire, Bachar ne partira pas. Ou peut-être que ceux qui sont venus pour assurer la pérennité du pouvoir, c'était une proposition qui était faite. Il y avait Farouk Sharami, vice-président, qui était proposé, qui est de confession les musulmans de confession sunnite à ma connaissance, et il a été proposé, mais voilà, c'est impossible. Non, on peut pas insulter le futur. Encore une fois, la question, moi j'ai pas de réponse. Mais là maintenant, une fois que le pays a été détruit, quasiment toutes les poches de rébellion ont été rasées, d'accord. Une fois que les Syriens reviennent, pas tous. Veut dire, il y a une loi qui vient de passer en Syrie, peut-être. Pour s'assurer. C'est-à-dire la procuration, exactement. Par rapport au domicile. Maintenant, une fois que ces personnes reviendront, Bachar n'a pas pacifié le pays. Mais le problème. Il a résisté en tant que chef suprême du pays, mais il n'a pas pacifié. Donc ça veut dire, ça ne présage rien de bon, même pour sa propre pérennité. Tu peux pas avoir détruit ton propre pays et te dire, je vais encore rester longtemps au pouvoir. Mais ça, c'est que les élections. Maintenant, il faut demander des élections libres et démocratiques pour qu'on puisse voir est-ce que le peuple syrien. Il ne peut pas avoir fait une guerre qui a duré aussi longtemps et qui a ravagé le pays comme ça, pour à la fin avoir une élection libre et transparente où il prend un risque minime. Mais là, on perd. Mais là, on fait des illusions. Attends. Non, attends, Christophe, 2 secondes. On a fait des illusions. Il y a des gens qui ont mené une guerre pendant 7 ans, qui ont mis des milliards afin de faire tomber Bachar al-Assad. C'est pas aujourd'hui, quand ce qu'ils ont perdu, qu'ils vont imposer leur agenda. Aujourd'hui, l'agenda qui va être imposé, c'est l'agenda russe ou iranien. Tu penses que les Syriens, si on leur donne le choix entre différents candidats dans des élections libres et transparentes, feront le choix de Bachar al-Assad? À ma connaissance, oui. Pour le moment. J'accepte. Non, mais Yasser, il y a une question que je vous pose, messieurs, s'il vous plaît. Une chose est sûre, s'il était pas soutenu par une partie de la population, il resterait pas au pouvoir. Il est toujours soutenu par Bien sûr qu'il y a une partie qui le soutient. Il y a une partie de la population qui est contre lui, qui est en Turquie, une partie qui est au Liban, une autre partie qui est en Jordanie. Il y a certains qui ne reviendront pas. Est-ce que je peux poser ma question? Parce que, en t'entendant Yasser, il est responsable seul, Bachar, de la destruction de son pays. Non, il n'a pas dit ça. C'est pour ça que je te rappelle, je te repose la question. Il n'est pas seul responsable. Il est responsable d'avoir fait de la Syrie un théâtre de guerre par procuration. Et certains Syriens te diront que c'est l'homme qui a résisté à l'Empire américain. Certains te diront que lorsque les Américains sont venus, ils ont détruit l'Irak, ils ont dit à Saddam la même chose, tu pars ou tu nous donnes le pays. Il n'a pas résisté, on l'a pendu. On a vu la même chose en Libye. L'Irak a été sauvé. L'Irak, ils ont perdu la guerre.
contre les Américains, grâce à des traîtres irakiens à la même chose, qui ont ouvert les portes aux Américains. Et ne pas oublier qu'à l'époque, les pays arabes, les pétromonarchies en particulier, ceux qui demandent le départ de Bachar al-Assad, avaient ouvert leur centre de commandement, y compris le Qatar, leur centre de commandement où l'aviation américaine a bombardé l'Irak. Seconde chose, on a vu la Libye, lorsqu'ils ont demandé le départ de Kadhafi, il a résisté, il est mort. Aujourd'hui, la Libye, elle est KO. Certains Syriens te diront qu'aujourd'hui, grâce à la résistance de Bachar al-Assad, la Syrie est debout. On n'a pas démantelé la Syrie comme ils l'ont voulu. Maintenant, la reconstruction. Il a assujetti à Poutine et à Khamenei. Donc en quoi le pays redevient souverain? Non, mais les gens ne parlent pas de souveraineté. C'est une alliance et on a bien vu. C'est pas une alliance, ton pays. C'est une alliance que. C'est pas une alliance quand t'as des troupes étrangères chez toi. Bon. Mais des troupes, t'as de 15 pays, t'as 15 pays qui sont là, même les Américains, les Français. C'est lui qui a les permis leur entrée. Encore une fois, t'as préféré. Mais c'est une alliance, Yasser. C'est pas une alliance. Tu appelles à ce qu'on vient. Tu crois que Poutine se serait intervenu s'engage en retour? Mais bien sûr qu'il y a un engagement. Bah voilà. Mais on sait pertinemment que la Russie, si elle la Syrie. Donc en gros, il y en a qui font le choix de se soumettre aux États-Unis comme les pétromonarchies, en tout cas la plupart d'entre elles. D'autres qui font le choix de se soumettre à la Russie. Mais qui t'a parlé de soumettre à la Russie? Mais tu peux pas me dire que la Syrie est un pays souverain et qui n'est pas sujeté à des décisions qui sont prises à Moscou ou à Téhéran. Arrête. Non. Est-ce que maintenant la Russie, qui te dit que la Syrie, elle est soumise aujourd'hui aux Russes, y compris par le combat avec la présence des troupes iraniennes que les Israéliens demandent à leur départ. Comment se fait-il que le Hezbollah libanais qui est armé en partie par l'armée syrienne ou bien les armes iraniennes transitent par la Syrie arrivent au Hezbollah qui est l'ennemi numéro 1 de Israël et que Israël est en alliance avec les Russes? Comment tu expliques cela? Si c'est vraiment un pays qui est dépendant de la Russie, il imposera l'agenda russe directement, disant monsieur, on te maintient au pouvoir, mais par contre cette résistance contre Israël, tu arrêtes tout de suite. Ouais. Nada, tu arrêtes. Et c'est les troupes iraniennes qui dégagent. Et tu penses que toi que la Russie, en fait, c'est aussi dans son intérêt? Non, pas du tout. Bon bah alors. Mais la Russie, il y a un lobby intérieur qui est pro-israélien. Je peux pas en placer une, hein. Non, mais parce qu'il faisait partie, lui, cet auditeur qu'on va accueillir maintenant, de ceux qui appelaient au départ de Bachar al-Assad, Manji, je me trompe pas, hein? Tout à fait, tous les régimes d'ailleurs pourris qu'ils ont. Bonjour à tout le monde, bonjour. Salut Manji. Bonjour Sofiane. Bonjour Christophe. Je demande toujours le départ. Il n'y a pas de victoire de Bachar. Il est sur un champ de ruines. Le pays est divisé en combien? Il n'est pas divisé le pays. Il n'est pas divisé. Des réfugiés syriens dans les camps dans la neige. C'est la victoire de la contre-révolution, c'est tout. On a vécu la même chose en Algérie. La France a soutenu le pouvoir algérien. On voit ce qu'on a fait de l'Algérie. Même un chanteur bien connu le voit dans des cliniques les plus chères, il meurt sur une anesthésie. Il faut arrêter de dire que Bachar il n'a rien gagné. Il a gagné un pays en ruine. Il a gagné un peuple. Il a gagné la non-somalisation. Monji. Chimique. Monji. Il a gagné la Monji. russe à Poutine. Monji. Allô. C'est-à-dire, il y en a qui préfèrent être mariés des Américains, l'autre qui préfèrent être mariés. Monji, il a gagné la non-somalisation de la Syrie, la non-irakisation de la Syrie. La Syrie, elle est restée unie. Maintenant, si vous... la Syrie. Elle est unie. Au nord, il y a les Turcs. Ils vont partir, t'inquiète. Comment s'appelle les Kurdes? Ils vont être encore une fois de plus, comme ils ont toujours été dans l'histoire, de la farce. Ils vont être encore liquidés sur comme ils ont fait. T'aurais voulu Daesh ou Nosra, toi, Monji, l'opposition que tu voulais? Ils vont être encore payés le prix. Ils vont être liquidés. On a bien vu comment les jeux ils sont mis en place. Monji, soit tu nous écoutes parce que là c'est un monologue, mon frère. Il faut que tu écoutes un peu les interlocuteurs qui te parlent quand même. Sofiane te pose. Oui, Sofiane. Non, laisse Monji parler maintenant. Non, pose une question, t'étais en train d'interpeller. Non, pour moi, il a gagné, pour lui, il a perdu. Pour moi, il a gagné. Moi, quelqu'un qui résiste à une invasion. Oui, bien sûr, moi, j'explique pour moi. Quant à les Américains. Les morts ne comptent pas, le pays en ruine ne compte pas, les réfugiés ne comptent pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Vous en foutez, c'est-à-dire le pouvoir, il est là. Vous êtes l'humaniste et nous, on est les terroristes, c'est ça, Monji, pas de passer l'attention de ce type-là, quand même, s'il te plaît.
quand il te parle de l'Algérie, on le voit bien. Bon, merci Monji. Salut, on a bien compris en tout cas que t'étais pas d'accord avec... Non, mais lui, par exemple, le jour où il y avait Daesh qui était venu, il a dit, moi, je m'implique pas dans la question. Je me rappelle très bien, on a eu pas mal d'échanges avec Monji à l'époque depuis 2011. Il a soutenu la rébellion. Ils ne les ont pas condamnés lorsqu'ils ont pris les armes. Ils ont dit, oui, c'est tout à fait normal qu'ils se défendent. Ils ont tout utilisé la confidentialisation. Ils ont dit que c'était un alaouite qui est en train de massacrer une majorité de sunnites. Après, ils ont dit, non, Nusra, c'est tout à fait normal. On a bien vu Fabius. Moi, une alliance où on a Israël, on a les pétromonarchies, on a les Américains, ils ont perdu. Maintenant, si vous voulez pas voir cette victoire syrienne, tant pis pour vous. Vous avez pas vu les choses venir contre la Syrie, tant pis pour vous. Pour le moment, la Syrie, elle avance, que vous vouliez ou non. Avec vous ou sans vous. Maintenant, vous faites vos analyses que vous voulez. L'essentiel, la Syrie n'est pas la Libye. Et regardez la Libye, il n'y a ni chiite, ni Iran, ni Russie. Aujourd'hui, c'est le chaos total. Aujourd'hui, il risque d'y avoir déstabilisation de la Tunisie, de l'Algérie demain, ou bien de l'Égypte après-demain. C'est une logique. Maintenant, vous voulez pas voir le chaos constructeur imposé par les néoconservateurs américains, tant mieux pour vous. Continuez, allez-y, restez derrière le Qatar, derrière l'Arabie Saoudite, ou je sais pas quelle autre puissance. Et donc, dans ce cas-là, tu délégitimes tout soulèvement populaire. Non, pas du tout. On dit qu'il y a un soulèvement populaire. Mais à partir du moment où ce soulèvement interdise toute implication des Alaouites, quand vous avez une opposition qui te dit que... Tu ne penses pas que Bachar avait tout intérêt à ce que le soulèvement populaire se transforme en une insurrection armée? Comment? Tu penses pas que Bachar avait tout intérêt à ce qu'un soulèvement populaire devienne une insurrection armée? Ça, justement, laisse-moi venir. Justement, pour les faire venir sur le terrain de la violence, sur lequel il a un monopole absolu. Et donc, c'est pas pour rien que oui, comme disait Christophe à l'instant, des armes ont été retrouvées. Et forcément, une fois qu'un soulèvement populaire devient un soulèvement où circulent des armes et la violence politique voit le jour, forcément, le terrain devient un champ de bataille par proxy. Donc, lui, il va chercher les alliés. Je veux dire, sincèrement, honnêtement, de manière lucide, si Bachar el-Assad n'avait pas eu le soutien des Iraniens et des Russes, serait-il resté au pouvoir? Non, comme l'opposition syrienne, s'il n'y avait pas les armes et les combattants venant de l'étranger, ils ne récitaient pas. Sauf que le point de départ de ces soulèvements, ce n'était pas la quête d'armement pour faire tomber par le Manu Militari Bachar el-Assad, c'était demandant le départ. C'est pour ça, d'où ma question, Bachar n'avait-il pas intérêt à ce que le soulèvement devienne une insurrection armée qui lui donnerait il faut pas être naïf pour voir un régime autoritaire comme le régime syrien venir et lui dire vous devez dégager, vous me donnez le pouvoir. Il va pas vous attendre avec des fleurs, c'est une évidence. Aujourd'hui, ces gens-là disaient lors de leur manifestation, Bachar ne doit dégager. Aucune négociation. On a vu l'implication de la Ligue arabe à l'époque où ils ont essayé de négocier. Il n'y a pas d'échange. Il doit partir, il disait. Maintenant tu dis il doit partir, il doit résister. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Moi je suis ni pour l'autre ni pour... Maintenant, moi quand je vois une alliance d'Israéliens, de Wahhabites, je suis pour Bachar el-Assad. À tout de suite, dans un instant, messieurs, dames, on poursuit avec ce LGF, avec notamment l'avis tranché de Yasser Louati. On va parler des imams, tiens, ça va changer. À tout de suite. LGF, le grand forum, on est bien dans cette émission, vous voyez qu'on parle sur langue de bois. Est-ce que vous connaissez une émission sur la bande FM, messieurs, dames, en France, où l'on évoque la Syrie, où l'on évoque le Moyen-Orient, l'actualité étrangère, française, maghrébine? Il y en a pas. Forcément, c'est France Maghreb 2. Le bon choix est fait. Et merci en tout cas de l'avoir fait. 01 40 33 9000, évidemment. Et répondre à cette question aujourd'hui, concernant donc la violence policière, qui je le rappelle s'invite dans les médias, les violences policières peuvent-elles être le point de jonction entre les gilets jaunes et les banlieues? C'est la question à la une aujourd'hui du LGF, à laquelle vous répondez sur France Maghreb 2, Facebook bien sûr, et sur Twitter, le grand forum FM2. Mais pour l'heure, on va parler des imams, mesdames, messieurs. Ah, ils sont convoités par beaucoup de pseudo-organisations d'ailleurs. Les imams, on tend à s'y intéresser. Yasser Louati en a fait un avis tranché. Jingle, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et le titre de cet avis tranché, mon cher Yasser, c'est « Doit-on changer l'imam ou l'imam doit-il changer ?»
Exactement, cher ami Christophe. Faut-il changer l'imam ou l'imam doit-il changer? Parce que l'islamophobie a remplacé l'antisémitisme, j'estime que même si l'histoire n'est pas une série qui tourne en boucle et qu'elle ne se répète jamais de la même manière, il faut savoir en tirer les enseignements pour ne pas vivre ce que d'autres ont déjà vécu. Pour cette raison, personne ne doit être épargné dans la lutte pour l'égalité. On ne peut pas prétendre mener ce combat pour le faire aboutir, tout en s'imposant des limites ou en épargnant certains acteurs du problème. Si certains parmi l'élite religieuse musulmane décident de faire partie du problème, alors il faudra les traiter comme tels, et donc comme l'ennemi à combattre, au même titre que celles et ceux qui portent le glaive de l'islamophobie, aussi bien à gauche qu'à droite de l'échiquier politique. Le chantage à la fitna a provoqué un désastre. Tout le monde sait, mais tout le monde se tait. Et celui qui parle se retrouve crucifié. Au lieu d'apprendre à s'écouter, à débattre, laisser les idées circuler librement et ainsi se donner les moyens d'affronter la réalité, on préfère cacher cette dernière sous le tapis en s'arrogeant la supériorité morale et en se disant que Dieu fera le travail. Non, Dieu n'est pas le substitut des paresseux et des lâches. Ce chantage à la fitna ou à la discorde, c'est ce que j'appelle le syndrome de la maison assiégée. Les habitants de la maison sont tellement préoccupés par l'ennemi aux portes qu'ils oublient le feu qui est en train de consumer la maison et de les menacer de l'intérieur. Si ces habitants continuent de croire qu'en ne s'occupant que de l'ennemi aux portes, le feu finira par s'éteindre, ce sont eux qui finiront par se rendre. Non pas parce que l'ennemi aux portes aura été plus fort, mais parce qu'ils n'auront plus d'autre choix que d'abandonner leur maison pour rester en vie. Les communautés musulmanes sont des communautés de foi et comme toute communauté de foi, le lieu de culte joue un rôle central, incontournable et stratégique. Tout ce qui s'y passe affecte d'une manière ou d'une autre la communauté dans son ensemble. Que faire donc lorsque celui qui est à la tête de ce pôle central contribue à affaiblir les communautés musulmanes face à l'islamophobie, voire même lorsqu'il se met au service de celles et ceux qui veulent maintenir sous domination, celles et ceux qu'on appelle les musulmans. Parlons des prêches du vendredi, qui sont symptomatiques de ce qui se passe. Tous les acteurs en faveur de la justice sociale savent que chaque événement organisé est un effort personnel, collectif, logistique et financier pour s'assurer de la présence du public. Or, l'imam, lui, est assuré d'avoir une salle pleine tous les vendredis, c'est-à-dire 52 fois par an, sans le moindre effort. Des hommes et des femmes, donc, quittent leur lieu de travail, d'études ou font escale pendant un déplacement juste pour l'écouter. Rien que pour ça, ces personnes méritent d'être remerciées et respectées avec un prêche duquel ils tireront quelque chose. J'estime pour ma part que c'est une obligation morale envers son public. On ne bâcle pas son discours en le remplissant de phrases creuses, d'envolées lyriques, de généralités, d'idées vagues ou en ressassant des évidences juste pour faire passer le temps. Mais que faire lorsque pendant 30 à 45 minutes, on insulte l'intelligence des fidèles avec des prêches qui les infantilisent et ne répondant rien aux défis qu'ils affrontent à l'extérieur de la mosquée? Que les prêches ne véhiculent pas de messages utiles ou concrets au service de la collectivité s'explique soit par la non-compréhension des enjeux, soit parce qu'on s'en fiche, soit parce qu'on craint les représailles politiques. Mais qu'on ne s'y méprenne pas. Refuser de répondre à des questions mène à un décrochage dans le meilleur des cas et, dans des cas extrêmes, à ce que certains trouvent les pires réponses à de bonnes questions, non pas dans des sources crédibles et légitimes, mais auprès des groupes terroristes qui pullulent sur Internet et qui se servent de l'islam avec les conséquences que l'on connaît. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la réponse des imams de France est inaudible face à la menace terroriste d'un côté et la menace islamophobe de l'autre. Lorsque les terroristes prennent en otage l'islam en s'arrogeant la pureté de la foi et en excommuniant le reste, leur discours est-il audible? Vous savez pourquoi? Parce qu'aussi bien Daesh qu'Aqmi que n'importe quel autre gourou de secte sait se faire entendre en accusant les imams dans les mosquées d'être illégitimes ou à la solde du pouvoir. Face aux islamophobes, la réponse est risible. Pourquoi? Parce que dans bien des cas, le souci de beaucoup d'imams malheureusement n'est pas de défendre leurs fidèles desquels ils tirent leur pouvoir, mais d'être bien vus auprès de ceux qui estiment que l'islamophobie est une mission afin d'être épargnés. Pour celles et ceux qui estiment que l'imam ne peut pas tout savoir, je réponds que rien n'empêche un imam de se faire entourer de gens qui pourront le conseiller. À condition qu'il les écoute, bien sûr. Mais un imam qui craint pour sa place ne se fera jamais entourer de gens sur lesquels il n'aura pas un ascendant. Et donc, on se mutile et on mutile le reste de la communauté des fidèles. Ce n'est pas un hasard si des hommes et des femmes qui pourraient apporter une contribution cruciale décident de quitter la mosquée ou du moins refusent de s'y impliquer au-delà de l'accomplissement des rites. Non, ces personnes ne quittent pas la mosquée parce que ce sont des hypocrites ou des traîtres, des égarés, des innovateurs ou parce qu'ils n'ont plus la foi, mais parce que l'usurpation de la fonction d'imam est devenue tellement insupportable pour beaucoup que passé un certain âge, passé un certain niveau d'éducation, on refuse de voir son intelligence insultée par des ignorants déguisés en savants.
Beaucoup estiment que l'imam n'est pas censé parler politique, mais faire le choix de ne pas parler politique est déjà une décision politique. Ici, il ne faut pas parler politique, alors que viennent faire les maires à l'intérieur des mosquées, comme je l'ai vu à Sarcelles avec le sioniste François Pupponi, ou l'islamophobe Christine Rodier à Tismons, qui s'était même arrangé pour que ces affiches électorales soient accrochées au mur de la mosquée. Tant que les élites religieuses échapperont à tout contrôle, elles agiront pour des intérêts particuliers au lieu d'agir pour l'intérêt général. Qu'on arrête de dire « il rendra des comptes à Dieu ». Oui, il rendra des comptes à Dieu à titre individuel. Mais une fois qu'il prend des fonctions qui engagent les autres, alors il rend des comptes à ceux qui lui font confiance avant de rendre des comptes à Dieu. Je sais que ça déplaît et l'entendre ne doit pas faire plaisir, et j'en assume la totale responsabilité. Mais l'histoire sera sans pitié avec nous, et nos enfants cracheront sur nos tombes si nous le trahissons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les élites religieuses sont souvent en retard sur l'histoire? Encore une fois, parce qu'elles sont rarement en phase avec les dominés, les plus en phase avec les dominants. C'était le cas du christianisme, du judaïsme, et c'est le cas malheureusement de bien des élites religieuses musulmanes. Et lorsque les dominés changent le cours de l'histoire, elles ont déjà 3 trains de retard. La vacuité intellectuelle du contenu produit dans bien des mosquées s'additionne donc avec la lecture d'un islam d'asservissement des masses au service du politique. Et ce problème n'est pas nouveau. À titre d'exemple, pour rendre illégitime toute résistance, l'administration coloniale française avait dépêché Léon Roche auprès du shérif de la Mecque en 1894 pour qu'il lui délivre une fatwa sur mesure stipulant que les musulmans peuvent obéir à la France tant qu'elle les autorise à pratiquer leur religion. Imaginez un instant si les Algériens s'étaient soumis à un tel avis juridique. Maintenant, concernant aujourd'hui les révolutions arabes, combien d'imams se sont levés dans les mosquées pour condamner les manifestants et même scander qu'il fallait continuer d'obéir à Ben Ali ou Hosni Moubarak alors que la tyrannie était sur le point de tomber? En France, la situation n'est pas différente. Combien d'imams se sont levés pour interdire toute contestation, toute manifestation, tout engagement civique et citoyen, toute remise en question du statu quo? Combien se sont levés à la demande de l'État français pour pacifier les fidèles ou s'assurer de leur soumission? Si l'État français signe des accords avec le Maroc par exemple ou d'autres pays étrangers pour faire venir des imams ou les y former, c'est bien à des fins de domestication et de contrôle des masses musulmanes. Parce que dans bien des pays musulmans, les imams sont payés par l'État et donc formés pour être des fonctionnaires. Mais ici, nous sommes en France, un pays laïque où l'État n'a rien à faire dans la mosquée, l'église ou la synagogue. Et ce n'est pas parce qu'il a été chassé des 2 dernières qu'il doit se rabattre sur la première. Cette pacification des masses musulmanes qui passe par le contrôle des mosquées est tellement facile et acquise pour les décideurs politiques qu'ils ne se posent même pas la question de comment ces imams venus de l'étranger pourront accéder au poste de commande. La raison est simple, les associations cultuelles choisissent la facilité en prenant les imams fournis par le consulat. Le résultat est donc parfaitement logique. Des personnes qui certes maîtrisent les exégèses sont à des postes clés, mais leur ignorance des réalités des musulmans de France et particulièrement des réalités locales des fidèles qu'ils vont diriger est un problème structurel. Désolé, mais un imam qui ne comprend pas les réalités des fidèles n'a rien à leur dire et encore moins d'ordre à leur donner. Attention, ce n'est pas la fonction d'imam qui pose problème, mais l'absence de supervision et de contrôle de cette fonction qui la rend accessible à n'importe quel charlatan, requin ou usurpateur. Comme vous le savez tous, le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Lorsqu'on donne le pouvoir à quelqu'un sans contre-pouvoir pour le contrôler, on aboutit systématiquement à des catastrophes. Et à la question, faut-il changer d'imam ou l'imam doit-il changer? Je réponds que c'est aux fidèles de changer leur grille de lecture, de choisir un imam formé qui leur ressemble, un imam issu de leur rang, qui partage leurs aspirations et leurs angoisses, qui a les mêmes intérêts qu'eux, et c'est aux fidèles de mettre en place les contre-pouvoirs nécessaires et les mécanismes de contrôle pour éviter le despotisme d'un homme ou l'ingérence extérieure du politique. Pour conclure, refusez de vous occuper de vos élites religieuses et ce sont vos élites religieuses qui s'occuperont de vous. Merci cher Yasser, voilà un grand avis tranché sur les imams. Doit-on les changer ou l'imam doit-il changer? Peut-être avez-vous la réponse d'ailleurs au travers de cet avis tranché signé Yasser Louati, auquel cas vous nous appelez 01 40 33 9000. Peut-être Sofiane a une petite réaction là-dessus? Moi j'adhère à tout ce qui a été dit.
Juste une petite remarque sur la question internationale, où lorsqu'il a parlé Yasser sur l'Égypte et le cas égyptien au cas tunisien, il y avait d'autres imams qui sont plus médiatisés, qui sont plus suivis. Quand je parle par exemple de Youssef Al-Qardawi, quand je parle de Al-Arifi, quand je parle d'Al-Ar'our, d'Aïd Al-Qarni, c'est des gens qui ont été suivis, qui ont pris des positions, pas seulement sur la Tunisie et l'Égypte, ils ont même pris des positions pour la rébellion armée en Libye, pour une intervention de l'OTAN. Al-Qardawi, oui. Même l'Arifi, il a appelé au djihad, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie. En fait, moi, je faisais allusion à voilà. Comment ça s'appelle, parce qu'à l'époque, j'étais encore en Arabie Saoudite, et je suivais les événements. Bon, j'étais quand même plus proche du théâtre. Et en fait, il y avait Mohamed Hassan qui était très connu, qui lui avait condamné, oui, c'est etc. Et Mohamed Hassan, du jour au lendemain, oui, Sha'ab, etc. L'Égyptien, ouais. Mais il se moque de qui, celui-là? Ouais. Et parmi eux, c'était des gens qui disaient que la démocratie était haram. Ouais. Et après, pour contrer les frères musulmans, ils ont fait un parti et ils ont Hizb al-Nour, et ils ont appelé à voter pour affaiblir un peu les frères musulmans, pour dire que cette usurpation et cette instrumentalisation de la religion, elle est utilisée dans les deux camps. C'est juste ça. Après, sur le territoire national, dans le territoire national, je ne peux que adhérer à tout ce qui a été dit. Mohamed est avec nous de Livry-Gargan. Il a écouté probablement l'avis tranché d'Yasser Louati. Peut-être a-t-il un avis à nous donner. Bonjour Mohamed. Bonjour, je voulais simplement souscrire totalement aux propos qui ont été tenus. Alors, il y avait un élément sans doute moi qui m'avait qui me renvoie un petit peu à ce que j'avais du moins ce que j'avais vécu à l'époque. C'était en 2005, à l'époque où il y avait eu les fameuses émeutes de banlieue. Oui. Le pouvoir politique était venu chercher les imams. J'ai retiré ce paragraphe exprimé. Merci. Continue, vas-y. Avait justement le pouvoir politique à l'époque, Sarkozy en l'occurrence, avait demandé au pouvoir, du moins en tout cas aux imams et aux représentants de l'islam de France, de prendre position et d'appeler au calme. Ça m'avait complètement stupéfait. Je me suis dit mais on est vraiment chez les fous. Ouais. Ça veut dire qu'on sous-entendait que c'était la communauté musulmane dans son ensemble, etc., etc., etc. Donc il y avait un sous-entendu assez sournois. Ça, c'était le premier élément. Deuxième élément, je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. Quand il y a eu la fameuse marche pour l'égalité dans les années 80, qu'on a rappelé la marche de 83, quand on a Mitterrand en fait avait sachant que c'était le tournant de la rigueur et qu'il ne pouvait rien faire et qu'il abandonnait les classes populaires et ouvrières, ils ont fait la marche des beurs pour ethniciser les problématiques sociales. Ça, c'était le premier point, en fait, pour complètement mettre de côté toute une population qui aspirait à être citoyenne avant tout. Et Chirac a fini par islamiser, en fait, les problématiques sociales parce que il y avait un désengagement de l'État-providence à l'avantage, on va dire, de l'État gendarme, entre guillemets. Donc, la nature ayant horreur du vide, on a donné, ou du moins, on a permis aux associations cultuelles et à certains imams de pacifier et d'être des représentants, pour gérer une espèce de processus de gestion de la population, d'ingénierie sociale. Et c'est vrai que la communauté musulmane, dans ce cadre-là, elle a été à l'image de ces imams, c'est-à-dire assez médiocre pour certains, c'est-à-dire qu'ils se sont fait prendre au piège. Et il y a malheureusement dans beaucoup de mosquées des imams qui ne sont là que pour leurs intérêts particuliers et qui se moquent complètement de l'intérêt de la communauté musulmane. Ce sont des entrepreneurs pour la majorité. Je veux dire, ils font du fric. Et je dirais Dieu. Et même une partie qui sont affaiblis, ils ont des cartes de séjour de 1 an et qui peuvent ne pas être renouvelés pour certains. Sans oublier qu'il ne faut pas se leurrer. L'islam en France est géré par les renseignements. Tout à fait. Merci Mohamed pour votre réaction. Merci beaucoup Mohamed. Bonne soirée. Bonne soirée. Voilà. C'était un espèce de complément finalement. En fait, mais il a utilisé presque 2000 mots, mais il peut pas parler de tout. C'est un débat, c'est un long débat. L'islam et les imams, c'est vraiment quoi que l'on puisse dire. Il faut bien. C'est impossible. Comment t'expliques que beaucoup d'instances ou pseudo-instances, en tout cas, tentent de s'ingérer ou de
prendre à bras le corps ce problème concernant la gestion des imams? Parce que les fidèles démissionnent. Ouais. Voilà. Moi, si j'ai à retenir un truc de cet avis tranché de Yasser que je respecte, c'est l'implication et tenter de s'impliquer, de ne pas démissionner, de s'impliquer encore plus et se pas dire c'est Mektoub, c'est Katba, ou de dire oui, j'ai pris. C'est comme ça, voilà. Malheureusement. Allez, quelques infos zappées, messieurs, qu'il faut absolument que l'on évoque ensemble et avec vous. Tout d'abord, on en parlait hier. Enrico Macias, qui vous le savez, se produira au Maroc, à Casablanca, le 14 février. Il y a une forte résistance, évidemment, concernant sa venue. Dénoncé par le CRIF aujourd'hui. Ah oui, d'accord. Eh bien aujourd'hui, il y a une autre affaire cette fois-ci. Dénonce la campagne de boycott. Ah oui, campagne de boycott, qui est même bien engagée. On a pied à terre là-bas, on faut arrêter quoi. Bon, eh bien une grosse affaire en Tunisie, mon cher Yasser, à propos du ministre René Trabelsi, qui aurait donné. Qui a donné. Ouais, mais non, parce que j'y aurais, parce que voilà. Non, la vidéo je l'ai vue. René Trabelsi, ministre du tourisme tunisien, aurait donné une interview à IVA4 News. Ça fait un tollé en Tunisie. Il avait démenti dans un premier temps, si je me souviens bien, et la vidéo étant là, bel et bien là, ça prend de l'ampleur. Mais sauf qu'il y a une information qui vient compléter cette information, c'est que l'interview n'a pas été donnée directement aux journalistes de E24 News, d'accord, a été donnée à une agence de presse palestinienne qui s'appelle l'agence Wafa, qui a été demandée par l'ambassadeur palestinien en Tunisie. Ça, c'est une information. C'est encore plus chaud, là. Voilà. Maintenant, cette agence Wafa, elle vient de s'installer dans pas mal de pays arabes, y compris en Syrie, au Liban, etc. Et c'est une manière. Est-ce que c'est une manière? Agence tampon, en fait. Tampon, voilà, tout à fait. Est-ce que le ministre du tourisme tunisien était au courant ou pas? On peut pas juger. Mais là, le démenti, il doit suivre cette agence. Le ministre n'est pas censé savoir à qui il répond. Voilà, c'est doublement condamnable. Bon. Est-ce que ce ministre, il va déposer plainte contre cette agence qui a vendu sans son autorisation? Voilà, en tout cas, ça fait beaucoup de bruit en Tunisie. Sinon, en France, est tombé hier le verdict de la justice à son endroit. Claude Guéant est bien condamné à 2 ans de prison, dont 1 ferme. La Cour de cassation a validé hier la peine de l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy. Claude Guéant est donc jugé coupable d'avoir détourné de l'argent public pour des dépenses personnelles. Et puis, on a appris aussi la condamnation aujourd'hui à 1 an de prison ferme de Alain Soral pour injures et propos haineux et racial. Ça, c'est pour aujourd'hui. Sinon, un petit tour en Angleterre avec les suites du non du Parlement de Londres au projet d'accord sur le Brexit. C'était mardi. Hier, la chef du gouvernement britannique Theresa May a échappé de justesse à une motion de censure, alors que chez les 27, on commence à réfléchir à un divorce sans accord entre Bruxelles et le Royaume-Uni. En France notamment, un plan en ce sens a été activé ce matin. Le Premier ministre Édouard Philippe l'a annoncé à l'issue d'une réunion avec plusieurs ministres à Matignon. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter, ce qu'il a dit le Premier ministre ce matin. Certain, c'est que l'hypothèse d'un Brexit sans accord est de moins en moins improbable. Dans ces conditions, notre responsabilité, la responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte que notre pays soit prêt, que les intérêts de nos concitoyens soient préservés et défendus. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, à l'occasion d'une réunion rassemblant autour de moi tous les ministres concernés, j'ai pris la décision de déclencher le plan lié au Brexit sans accord, au Brexit dur comme on dit parfois. Le plan qui est déclenché comporte d'abord des mesures législatives, des mesures juridiques qui visent à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'interruption de droits, que les droits de nos concitoyens ou de nos entreprises soient effectivement protégés. Notre objectif, c'est à la fois de respecter nos obligations et de faire en sorte que la vie de nos concitoyens et à certains égards la vie des ressortissants britanniques en France soit le moins impactée possible et qu'elle puisse continuer à s'exercer à la fois en toute sécurité et en toute fluidité. Le Premier ministre ce matin, Édouard Philippe, donc sur cette possibilité de sortir, enfin de faire le Brexit sans accord finalement. Un petit mot là-dessus rapidement les gars. C'est une catastrophe. Non, en vérité, on est en train de tout faire pour que l'Angleterre ne sorte pas de l'Union européenne. Et là, on voit la classe politique anglaise. Ceux qui veulent sortir ne savent pas comment sortir. Ceux qui veulent se maintenir ne savent pas comment se maintenir. On est dans une crise politique. Et si Theresa May, la vote de censure, on allait avoir Jeremy Corbyn comme Premier ministre en Angleterre. Et Jeremy Corbyn avait parlé comme étant la première mesure à faire, c'est la reconnaissance d'un État palestinien. Alors on a, juste pour vous dire à quoi est la classe politique, c'est un chaos total en Angleterre parce que l'Union européenne ne veut pas que le Brexit réussisse et le lobby israélien
en Angleterre qui est très puissant, ne veut pas l'arrivée de Jeremy Corbyn. En France, ce sont aussi les traditionnelles cérémonies des vœux en cette période de l'année. Le président va y consacrer une nouvelle fois cet après-midi. Il entend aussi privilégier le grand débat national destiné à sortir de la crise des Gilets jaunes, enfin espérer en tout cas. Pour ce faire, il a choisi de s'adresser aux militaires aujourd'hui. Emmanuel Macron souhaitera une bonne année à l'armée depuis la base de Toulouse. C'est ici d'ailleurs que s'envole une partie des soldats français engagés au Sahel et en Irak. Le chef de l'État prononcera son discours dans quelques minutes d'ailleurs, je crois, devant un parterre de 1600 civils et militaires. Voilà pour ce qui est des vœux d'Emmanuel Macron aux militaires. Emmanuel Macron dit qu'il est par ailleurs dans le collimateur d'une ONG, messieurs dames. Ça peut le rappeler, l'ONG Human Rights Watch, qui publie aujourd'hui son rapport annuel chez le président. Il y a loin de la parole aux actes, estime HRW, alors que celui-ci se fait le chantre de la défense des droits humains en Europe et dans le monde. L'organisation pointe ses accointances avec certains régimes très contestables. Bénédicte Jeanneroux est la directrice de Human Rights Watch. Je vous propose de l'écouter pour qu'elle s'explique là-dessus. Emmanuel Macron a défendu de manière vaillante les grands principes des droits humains, de la démocratie, des libertés individuelles. Or, on est un peu déçu sur la défense effective de ces grands principes. On peut citer par exemple sa proximité ou en tout cas l'intensité de ses relations bilatérales avec un régime comme celui du président égyptien Sisi, où finalement, malgré des abus extrêmement étendus dans le pays, ça n'a pas poussé la France à remettre en question son soutien aveugle au gouvernement de Sisi sous prétexte de lutte antiterrorisme. Sur un autre sujet sur lequel Human Rights Watch et beaucoup d'autres organisations ont beaucoup travaillé pour interpeller la France sur ces transferts d'armes à l'Arabie Saoudite malgré les violations massives au Yémen par la coalition menée par l'Arabie Saoudite, malgré cette pression, malgré l'évidence des crimes, malgré également l'horreur du crime de l'assassinat du journaliste Khashoggi, la France n'a toujours pas décidé de suspendre ses ventes d'armes et remet assez peu en question son partenariat stratégique avec l'Arabie Saoudite. C'est la directrice de Human Rights Watch France qui s'exprimait là-dessus, qui souligne également la montée des résistances au populisme dans le monde, mais aussi les réveils de la société civile en Hongrie, en Pologne, en Serbie, encore une certaine résistance du multilatéralisme. Messieurs, je pense que vous êtes d'accord avec elle là pour le coup. Non, bon, je la connais, j'ai travaillé avec elle, donc non, je suis d'accord avec elle. Enfin, ce qui en ressort, c'est le fait que oui, il y a des résistances populaires qui s'organisent. On voit même sous Viktor Orban, alors qu'on ne pensait pas que ça arriverait. On l'a déjà vu en Pologne, on voit que les Gilets jaunes, etc. Et même en Italie aujourd'hui. Italie aussi, j'ai pas suivi, non. Une petite info zappée, les gars. Et Laurent Gbagbo, t'as parlé ou pas? Non, Laurent Gbagbo, c'est important. Oui, on va en parler si tu veux. Nos amis africains, c'est très intéressant ce qui se passe à la Cour pénale internationale. Il a été acquitté, rappelons-le, sa 7 ans de prison. De libération a été rejetée hier. Voilà, sur ce que l'on peut dire pour l'instant Non, libéré. La Cour pénale internationale qui était faite pour légitimer les occupations de la colonisation en posteriori vient d'échouer. Voilà, il y a une libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet, l'ancien ministre de la Jeunesse ivoirienne, et qui démontre qu'il a été arrêté par les forces spéciales françaises et emmené directement à la Cour pénale internationale après l'installation de l'ami de Nicolas Sarkozy, Alassane Ouattara. Merci Sofiane de ne pas avoir zappé cette info. C'est très important en Côte d'Ivoire. Une autre info très importante, messieurs, mais ça on n'en parlera jamais ici. Un scandale sexuel qui défraie la chronique en Israël. Hier, le bâtonnier du barreau israélien a été placé en résidence surveillée. Efraïm Navé est soupçonné d'avoir cherché à négocier des faveurs sexuelles avec 2 femmes. Il leur aurait promis de rapporter un échange de soutien au sein du comité de domination des juges. À 3 mois des élections législatives, l'affaire secoue tout l'appareil judiciaire d'Israël, mais les choses pourraient aller encore plus loin puisqu'elle pourrait aussi porter préjudice à la ministre de la Justice. Sachez-le, on va en parler, en tout cas on en parle beaucoup là-bas. Et pour terminer, messieurs, l'affaire Benalla, qui continue de défrayer la chronique après avoir appris qu'il avait utilisé à une vingtaine de reprises ces fameux 4 passeports diplomatiques depuis son licenciement. Et bien voici qu'il a été placé ce matin en garde à vue pour cette affaire des passeports. Rappelons qu'il a une invitation à s'expliquer au Sénat lundi matin, placé en garde à vue ce soir donc en raison de ces affaires de ces passeports. Dans un instant, messieurs, le zapping, c'est bel et bien là que ça se passe. Les infos et l'intervention de Jean-Yves Le Drian et Castaner qui parlent d'un problème informatique.
Hallucinant. Hein. Problème informatique, les gars. Hein, on est en France, bienvenue, 19, pardon. Ouais, Comment ils vont les ordinateurs coûtent cher, c'est l'austérité, tu vois. Et je rappelle. Et en même temps, on a envoyé 450 startups aux États-Unis. Le maire, on les a envoyés aux États-Unis pour vanter un peu l'informatique. Quoi. Et la lettre du président Macron qui va être envoyée à tous les Français, qui va coûter 10 millions d'euros. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sofiane Nagdari et Yasser Louati sont avec nous pour terminer cette émission. Un petit coup de zapping pour voir un petit peu ce qui s'est passé du côté de la télé et de la radio pour ceux qui ne l'ont pas éventuellement. Et hier soir sur France 3, il y a Pièce à conviction présentée par Élise Lucet, qui consacrait son émission aux enfants placés, un sujet très lourd et très dur à écouter. Et écoutez le coup de gueule de Françoise Laborde quant à l'absence de la ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui n'a pas pu venir assister à cette émission parce qu'elle avait un emploi du temps trop chargé, paraît-il. Franchement, quand j'ai découvert qu'Agnès Buzyn ne venait pas, j'ai été profondément choquée et je trouve ça extraordinairement révélateur de la désinvolture, du mépris de la puissance publique à l'égard des enfants maltraités. Ça fait des années et des années qu'on dit qu'il y a un problème, qu'il y a une difficulté. Il paraît que c'est la priorité du gouvernement. On devait avoir un plan en juin, puis après l'été arrive, c'est septembre, et puis septembre ça va pas, et puis après c'est novembre, et puis finalement ça va être le 15 décembre, on est au 15 janvier, il y a toujours rien qui se passe. Mais enfin, bon sang de bonsoir, il y a 330 000 enfants qui sont pris en charge par l'ASE, c'est pas une urgence ça? Et Madame Buzyn, elle n'a pas le temps de venir à une émission? Mais enfin, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Et c'est révélateur précisément de l'indifférence française et de l'indifférence des pouvoirs publics à l'égard des enfants placés. Parce que les enfants placés, ils manifestent pas, ils sont pas dans les rues, ils défilent pas, ils cassent pas tout, c'est une maltraitance à bas bruit, et quand ils ont réchappé, il y en a quelques-uns, comme Perrine, comme Liès, à l'enfer des foyers, ils préfèrent passer à autre chose. Voilà le coup de gueule de Françoise Laborde hier soir concernant donc les enfants placés. Sujet très difficile en tout cas hier soir sur France 3. Alors on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, Sofiane et Yasser, à l'image de cet exemple. Écoutez. Emmanuel Macron va donc donner à l'Allemagne l'Alsace et la Lorraine. On voit ce genre de commentaires fleurir depuis hier, ces dernières heures. Alors certains disent livrer l'Alsace et la Lorraine, d'autres disent abandonner ces territoires. Il y a des centaines et des centaines de commentaires comme cela. En quelque sorte, l'Alsace repassera sous gestion allemande et la langue administrative sera l'allemand. Évidemment, ce traité d'Aix-la-Chapelle, vous n'en avez jamais entendu parler aux informations télévisées. Les informations télévisées, on en parle, mais on dit que c'est une fausse information. C'est partagé sur la page YouTube de Nicolas Dupont-Aignan. Hein. Même les politiques se mettent à partager des conneries, vous vous rendez compte, les gars? On n'est pas... Mais parce que, malheureusement, les médias ne traitent pas ce sujet. Ça, c'est un accord qui va être signé le 22. Comment se fait-il que les Français n'aient pas connaissance? Et ça ouvre la boîte de Pandore, en vérité, sur les réseaux sociaux, tout est permis, on peut tout dire, toutes les conneries. Parce que, malheureusement, les médias de masse ne traitent pas ces questions. Bon, en tout cas, demain, dans le zapping, parce qu'on n'aura pas le temps, il y a le site du Grand Débat qui est ouvert, sauf qu'il faut faire extrêmement attention à l'orthographe. L'Élysée n'a pas pu prendre le soin, en tout cas, de vérifier. On peut tomber sur des trucs un peu chelous. On verra ça demain dans le zapping. Merci beaucoup, Yasser Louati. Vous pouvez revoir l'avis tranché de Yasser Louati sur Christophe Le Grand Forum sur Facebook. Merci beaucoup, cher Sofiane Nagdari. Et rendez-vous demain, si vous le voulez bien, pour la récap, comme chaque vendredi. Le vendredi, c'est Mamie. Il sera avec nous. Avec Mamie. Non, Louati, c'est jeudi. Voilà. Merci les gars, en tout cas, pour une belle émission que l'on a faite encore une fois aujourd'hui. J'espère que les auditrices et auditeurs ont été satisfaits. Vous continuez, l'émission se poursuit sur les réseaux sociaux. Christophe Le Grand Forum FM2 sur Twitter, avec un max d'informations, et le site aussi de la radio, www.francemaghreb2.fr, un maximum de dépêches. Merci de rester avec nous. À Paris comme à Marseille, il est précisément 18h. Vous êtes bien sur France Maghreb 2. Dans un instant, l'excellent DJ Nabil pour la suite. Le journal de RFI tout de suite pour l'info. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.